Professeur Pialou, bonjour. Bonjour. Gilles Pialou, vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, un hôpital qui est en pointe sur l'infectiologie. Professeur Pialou, il y a quelques jours, 9 jours exactement, le 17 mars, vous étiez avec moi, ici même, là. 17 mars, nous en étions à 178 décès en France. 9 jours plus tard, nous en sommes à 1331 décès. Je me souviens, il y a 9 jours, vous étiez pas confiant, mais vous étiez solide. Et je vous sens un peu plus abattu aujourd'hui. C'est vrai ou... Et encore moins que dans 15 jours, si je puis dire, si je peux me encore permettre. Moins oui, que on est abattu, on est au combat, bien sûr. Au combat, oui. On est abattu parce que l'expression qui vient entre nous, dans ces réunions qu'on a par Skype, différents hôpitaux, c'est qu'en gros, on a l'eau jusqu'aux épaules. Ouais. On a l'eau jusqu'aux épaules et les réanimations payent un lourd tribut et c'est dégradé. Vous savez ce terme qui dit dégradé. Ça veut dire que dans les salles d'hospitalisation classiques, comme mon service, on commence à avoir des patients qui ne peuvent pas rentrer dans la réanimation ou qui sont récusés par la réanimation et donc des patients de plus en plus lourds. Et c'est vrai que c'est très lourd pour les équipes. Je suis désolé, je suis pas arrivé avec un discours à la fois combattant, certes, mais voilà, le pire est à venir. On nous dit que ça sera entre le 4 et le 24 avril. Et on se prépare. On n'était pas prêt, il faut être clair. On n'était pas prêt. On le dira maintenant, on le dira demain. Oui. On n'était pas prêt. Il faudra le dire, il faudra expliquer pourquoi on n'était pas prêt. Et on se prépare, on ne cesse de se préparer à plus encore de pression. Et c'est très très compliqué. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on a des indices, si vous voulez. Je vous donne un exemple concret. Oui. La réanimation, vous avez dit que Tenon était en pointe. C'est un hôpital qui est spécialisé aussi sur le poumon et sur la réanimation pulmonaire. Donc, qui a été très vite impacté, alors qu'il n'était pas prévu dans le plan qu'on soit impacté si rapidement. Mais le Covid-19, il frappe pas à la porte des hôpitaux. Il rentre, voilà, et après, une fois qu'il est là, il faut le gérer. Et la réanimation, 20 lits. 20 lits, on a déjà 34 patients parce qu'on a poussé les murs. On pousse les murs, c'est-à-dire qu'on utilise des unités de soins intensifs. On va bientôt utiliser des blocs, enfin des salles de réveil de blocs opératoires puisque l'activité chirurgicale est arrêtée, enfin ou limitée. Donc oui, c'est une situation très préoccupante et très en tension. Aujourd'hui, vous refusez des patients. Vous ne pouvez pas prendre des patients en réanimation à Tenon ? Alors, parce que je regarde les chiffres. Le 2827 personnes en réanimation en France, en région parisienne aujourd'hui. Oui, tout à fait. 2827. Tout à fait. Les projections, en gros, elles disent on va avoir 2000 patients à gérer en réanimation en Ile-de-France et il y a 1500 places. Donc vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il faut les trouver, les 500. Il faut les trouver. Mais le privé peut pas vous aider ? Le privé, quelle est la privé collaboration avec le privé ? Justement, depuis qu'on s'est vu, on a une collaboration avec le privé. On a fait un truc très particulier le week-end dernier. On a vidé entre guillemets l'hôpital. Je parle pas de la réanimation. On a vidé l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a vider les services comme le mien. Le week-end dernier, on avait 15 litres de libre, mais qui se remplissent à toute vitesse. Vous voyez, c'est vraiment la notion, c'est pas la notion de tsunami qu'il faut faire, c'est la notion vraiment de marée. Et parce que, justement, le privé a joué une carte de solidarité en prenant des malades sévères, en prenant des malades en précarité. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On avait un malade qui était là depuis 7 mois parce qu'il avait pas de place sociale. Une clinique privée nous l'a pris parce que c'est la solidarité. Et heureusement qu'il y a ça. Comment évolue cette épidémie ? Comment la voyez-vous évoluer ? D'abord, elle évolue d'est en ouest. On le voit, le Grand Est, l'Île-de-France. Je regardais la carte des régions touchées en France. Tout l'Est, du nord au sud, est plus touché que l'Ouest. C'est vrai. L'épidémie, donc, a circulé. Est-ce que le confinement va stopper cette circulation ? C'est l'une des grandes questions que vous vous posez, que nous nous posons tous. Alors, sur le plan conceptuel, il faut juste se remettre un peu dans l'histoire. Parce que moi, je suis d'une génération qui a connu l'arrivée du VIH. Je sais que c'est pas comparable, mais il faut se rappeler aussi les erreurs du VIH. Là, on retrouve quand même des erreurs dans la gestion, notamment cette absence de solidarité européenne. J'ai entendu le président de la République, il a dit on est en Europe. Mais elle est où l'Europe ? Est-ce que toutes les réanimations d'Europe sont pleines ? Est-ce que les stocks de masques de l'Europe ne peuvent pas être partagés au prorata des malades ? Il y a quand même 259 000 personnes qui sont contaminées en Europe. C'est la plus grosse région où diffuse l'épidémie. Donc voilà, c'est ça une non-préparation des pays, une absence de solidarité quand même, je trouve, à un haut niveau. Les respirateurs, il y en a forcément quelque part. Est-ce qu'on manque de respirateurs ? Est-ce que vous manquez à Tenon de respirateurs aujourd'hui ? Alors,
on manque de respirateurs au sens où, oui, on aura besoin de plus de respirateurs. Si on veut passer à 42 litres de réanimation, il faut 42 machines. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, on les a pas. Vous ne les avez pas. Voilà, il y a des commandes, il y a des choses comme ça, et de toute façon, en plus, après, il va falloir pousser. Donc, il y a des endroits, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous poussez les murs, soit vous transférez les malades. On a vu ce TGV effectivement avec des patients. On sait par exemple qu'il y a une réanimation à Avicenne dans la banlieue parisienne qui est en saturation, qui envoie des malades à Rouen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc quand on regardait la Lombardie, on disait Lombardie, il y a des gens qui vont aller se faire ventiler à 150 km. Mais on y est dans cette situation-là. On y est. Et il faut le faire. Et c'est la seule solution. On n'a pas d'autre solution. Il faut le faire. Mais il faut comprendre aussi que ça pèse énormément sur les équipes, et pas seulement sur les équipes de réanimation, parce que c'est en désescalade. Oui. Je l'ai déjà dit, vous avez des patients très graves en salle. Oui. Professeur Pialou, je voudrais parler de vos équipes aujourd'hui. D'abord, est-ce que toutes vos équipes ont été dépistées? Non. Non. Est-ce qu'il faut organiser un dépistage de tout le personnel soignant? Je voulais juste revenir sur la phrase que je n'ai pas terminée tout à l'heure. Dans le Conseil des maladies infectieuses, il y a un truc qui marche, c'est test and treat. C'est comme ça qu'on a contrôlé le VIH dans certains pays. On teste, on traite, on teste, on traite. Alors vous allez me dire, on n'a pas assez de tests et on n'a pas de traitement. Mais on peut pas tester toute la population. On est loin du compte. Mais on testerait toute la population si on avait des tests qui permettent de tester toute la population. Oui. C'est ce qu'on fait avec l'hépatite C, c'est ce qu'on a fait avec le VIH. Tous ceux qui avaient la possibilité d'avoir accès au test avaient donc accès au traitement, et le traitement protège dans ces modèles de transmission. Il y a un test sérologique que nous voilà, n'avons tout à pas. fait. C'est pas une critique. Je dis qu'on est loin du concept. J'explique, j'essaie de comprendre pourquoi. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne teste pas toute la population? C'est impossible. La première raison, c'est parce que on est contraint. On est contraint sur la disponibilité des tests à l'heure où je vous parle. C'est en train de se régler, notamment avec le fait qu'il y a des gens qui développent des machines, qu'il y a des startups qui développent des tests plus rapides, des tests rapides où on peut faire au bout du doigt. Et il va y avoir tout ça. Et la ville qui va se mettre, le réseau de médecine libérale et de laboratoires de ville est en train de s'ouvrir. Mais à l'heure qu'il est, c'est contingenté. Donc quand vous me demandez si tout le personnel a été dépisté, non. On dépiste le personnel soignant qui a des symptômes, et on en dépiste à peu près à Thonon. On est à peu près autour de 60 personnes qu'on dépiste par jour qui ont des symptômes, et on en trouve environ 25% qui sont positifs. Il y a 25% de votre personnel aujourd'hui. Pour l'instant, on a 85 personnes contaminées à Thonon. Mais tous les autres... Sur combien à peu près? Il y a 3000 agents. Enfin, 3000 agents. Bien sûr que, mais les chiffres en valeur absolue n'ont pas tellement de valeur. Ce qui est important, c'est la dynamique. Quand vous parlez des décès, il faut comprendre qu'il y a plus de 20% en 48 heures. Donc, c'est cette dynamique qui est saisissante dans cette épidémie. Oui, la dynamique. D'ailleurs, il y a une carte que publie le New York Times qui est tous les jours on voit la dynamique des décès dans plusieurs pays du monde. Je ne sais pas si vous l'avez. Tiens, on l'a à l'antenne cette carte. Vous l'avez vu. On voit la courbe. Mais vous avez aussi qu'il y a des pays qui... Il y a des pays qui ont infléchi. C'est les pays qui ont fait du dépistage massif aussi. Ils ont fait du confinement et ils ont fait du dépistage. Oui. Parce que faute de concept de test and treat, le confinement est la meilleure technique pour essayer d'endiguer. C'est la meilleure technique, le confinement. Il doit être prolongé, bien sûr. C'est indispensable. Indispensable. Il sera prolongé le temps qu'il faut. Oui, le temps qu'il faut. Comme l'a dit le président, jusqu'à nouvel ordre. Oui. Durci. Est-ce que vous pensez qu'il est insuffisant? Non. Alors justement, par rapport à 9 jours, 9 ans, j'ai vu des gens marcher, j'ai vu beaucoup de monde sur le périphérique. Je ne sais pas ce que font tous ces gens sur le périphérique de Paris. Je ne sais pas. Vous avez plus de monde aujourd'hui qu'il y a 9 jours. Clairement. Oui, qui était le premier jour. Donc je pense qu'il y a un relâchement. Qui était le premier jour de confinement. Il y a un relâchement qui est lié aussi au fait que les forces de police ne sont pas équipées. La plupart ne sont pas équipées. Ils n'ont pas de masques, ils n'ont pas assez de... Est-ce que vous réquisitionnez du personnel à Thonon et ailleurs? Est-ce qu'on fait la même chose? Réquisitionner, c'est pas le terme, mais il y a un mouvement de solidarité incroyable. Incroyable. Parce qu'il y a des gens qui reviennent dans le système de soins. J'ai une infirmière, si je peux une anecdote très rapide. J'ai une infirmière qui était à Thonon, qui est partie faire autre chose au Canada et qui est revenue bosser et qui s'occupe des patients Covid. Accessoirement, elle a été obligée de changer parce qu'on parle de la solidarité, puis il faut parler de la non-solidarité. Elle a été obligée de changer d'appartement parce que les copropriétaires l'ont fait disparaître, partir de l'appartement qu'elle occupait parce qu'ils avaient peur pour leurs enfants. Il faut dire aussi que la solidarité, ça passe aussi par le fait qu'il faut accueillir les soignants dans des appartements, etc. On a beaucoup de solidarité et beaucoup de personnel qui re-rentre dans l'hôpital public. La prime exceptionnelle annoncée par le président de la République pour les soignants, ça a été accueilli comment? Comment vous l'accueillez, vous?
Sincèrement, je pense que c'est pas on prend tout, mais c'est pas les primes ni les applaudissements à 20h. Il faut changer les statuts. Vous savez très bien que l'hôpital public, on en a parlé la dernière fois et on en reparle là, était sous tension avant. Oui. Je pense que ça va changer le paysage. Tout d'un coup, l'hôpital public devient ce dont on parle le plus. Et évidemment, j'espère que ça changera dans la durée. Les primes, c'est pas dans la durée. Ce qu'il faut, c'est augmenter l'attractivité de l'hôpital public et assurer correctement les salaires des personnels. Je vais revenir sur personnels médicaux et non médicaux. Personnels médicaux et non médicaux. Mais en fait, si je résume, professeur Pialou, manque de masques, manque de respirateurs, manque de machines pour les tests, manque de réactifs pour les tests, manque de personnel, nous étions en France. En ce moment, on est en tension sur les écouvillons qui permettent de prélever. Si j'ai bien compris, en France comme ailleurs dans le monde, nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts. C'est ça la phrase, c'est qu'on n'arrête pas de se préparer, mais nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts. Simplement. Il y aura des leçons, il y aura un avant-Covid et après-Covid. Ça c'est clair. Pour la santé publique, pour les politiques de santé, pour l'organisation de la solidarité internationale. Voilà. Mais il y a des trucs qui nous agacent. Je veux dire, l'histoire des masques. Je vais prendre un exemple. Je sais que souvent, sous cette chaîne, on dit, bon, les Chinois ont envoyé 1 million de masques en Chine et ont donné... Il faut arrêter avec la communication. J'ai lu que les Chinois pouvaient produire 120 millions de masques par jour. Ils envoient 1 million. C'est pas une critique, mais il faut juste relativiser. Ils font de la communication, les Chinois, évidemment. C'est de la com, c'est pas de la solidarité, c'est de la com. C'est de la com, c'est pas de la solidarité, c'est de la com. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, professeur Pialou. Mais ça fait du bien de s'énerver un peu avec vous. Vous dites aussi, Gilles Pialou, ce qui est très intéressant, parce que vous êtes d'une honnêteté scrupuleuse, vous dites on s'est trompé. C'est bien plus grave. Vous êtes tous trompés. Bien sûr. Et nous aussi, tout le monde. Évidemment. Rappelez-nous la grippounette. La grippounette. Une grippounette au début. Oui, la grippounette. Mais professeur Pialou, nous n'y connaissons rien. Donc vous êtes trompés, même en étant savant, en connaissant les virus. Mais il faut être humble. L'infectiologie, Il faut être humble. Le coronavirus, on ne le connaît pas. Il faut savoir qu'avant cette crise, c'était 8000 personnes en 2003 et 3000 personnes depuis 2013. C'est un virus. Personne n'est spécialiste du coronavirus. Donc il a ses particularités. Alors je vais y revenir, mais que pensez-vous de tous ces débats, autour de l'hydroxychloroquine, par exemple? Je savais qu'on en parlerait. Oui, parce que Didier Raoult, lui aussi s'était trompé. Ce coronavirus n'est pas si méchant, c'est ce qu'il disait au mois de février. Les responsables politiques ont peur de ne pas en faire assez, alors qu'ils en font parfois trop. Voilà ce qu'il déclare, et lui aussi n'avait rien vu venir. Personne, en définitive. Est-ce que vous utilisez de l'hydroxychloroquine à Thonon? Bien sûr qu'il y a d'abord, tout médecin est libre de prescrire en dehors, c'est le serment d'Hippocrate, en dehors des autorisations de mise sur le marché. Ceci dit, comme vous le savez, grâce au professeur Raoult, on a contingenté par un arrêté et puis par un avis du Haut Comité de Santé Publique l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour pas que ça soit n'importe quoi, pour pas que cette spécialité, et je rappelle, le Plaquenil est pris par d'autres malades qui en ont besoin et dans lequel l'efficacité est prouvée. Oui, bien sûr. Ce n'est pas encore le cas de l'hydroxychloroquine. Oui. Donc voilà, la science, je sais que l'épidémie court, mais la science, elle a des règles et il faut se tenir aux règles. Voilà, on peut pas valider l'efficacité d'un produit quel qu'il soit sur une étude critiquable sur 24 patients. Voilà, il y a plusieurs études, il y a au moins 4 études dans le monde qui utilisent l'hydroxychloroquine. On aura des résultats dans les semaines qui viennent. Voilà. Vous n'avez pas assez d'entendre des spécialistes ici ou là, sur les réseaux sociaux, ou dans les médias, ou qui donnent leur avis, ou des politiques qui donnent leur avis. Vous n'avez pas assez, vous, chercheurs? Ça vous fatigue pas un peu, ça? D'abord, moi, ça me fatigue un peu. Ne le prenez pas mal, mais quand je rentre chez moi, j'éteins... Je regarde pas BF. Oui. non, je regarde pas. Je regarde la télé tout court. Ouais. Si, je regarde le matin. Mais je veux dire parce que voilà, on est 12 heures par jour dans le coronavirus. Oui. Moi, je vis avec quelqu'un qui fait la même chose que moi, donc on parle que de ça. Je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut fermer les écoutilles. On rentre de plus en plus tard. Donc je n'entends pas tout ce qui se dit. Après, il faut se méfier parce que les experts entre guillemets, ils sont au charbon. Là, je suis là, mais on peut pas toujours être là. Donc après, il y a les experts qui s'autorisent, comme disait Coluche. Mais oui, il faut se méfier, et puis de toute façon, il faut contrôler ses sources. C'est le boulot des journalistes de contrôler ses sources, d'avoir deux personnes qui disent la même chose, et qui soient d'expertise. Professeur Pialou, ce virus, j'ai vu une toute récente étude, je crois qu'elle vient des États-Unis, me semble-t-il. Le virus pourrait être saisonnier, pourrait devenir saisonnier? Là aussi, ça fait partie des fake news de penser que de penser que le réchauffement va améliorer
D'abord, vous avez vu le temps qu'il fait. Bon, aujourd'hui, il fait un peu froid, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que le virus, ce coronavirus, il circule déjà dans les pays chauds. Il circule dans l'hémisphère sud. Il circule en Afrique. Et je pense que ça va être catastrophique en Afrique aussi. Terrible en Afrique. Avec probablement un retard à la comptabilité. Il y a des pays comme le Burkina Faso, par exemple, qui sont déjà très, très impliqués dans la crise du coronavirus. C'est compliqué parce qu'effectivement, ça manque de dépistage, ça manque de soins de réanimation, etc. Et donc, il est dans l'hémisphère sud. Donc, l'idée que le réchauffement, en un mot, le réchauffement climatique, il n'y a que les chauves-souris qui le craignent. Le virus, il ne le craint pas. Très haute contamination. Il faut toujours rappeler que ce virus contamine très facilement. Il contamine très facilement et il est très invisible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un virus qui s'affiche. On est en train de décrire des formes cliniques qu'on n'avait même pas vu venir. Il y a plein de personnels de soignants qu'on dépiste. Ils ont une perte du goût. Une agnosie. C'est très particulier la perte du goût. C'est-à-dire tout d'un coup, ils ont plus de goût ou plus d'odorat. Qui a écrit ça ? Personne n'a prévu ça. Donc ça veut dire que ça peut être des signes très atypiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en savez plus quand même sur ce virus ? Oui. Heureusement. Ça y est, heureusement. On en apprend tous les jours. On en apprend sur la clinique. Alors, c'est vrai que sur les traitements, on est affamé, si je puis dire, de données scientifiques valides pour pouvoir mettre les patients. Alors le plus dangereux, c'est qu'il, si j'ai bien compris, il s'installe dans les alvéoles pulmonaires. C'est cela ? Il s'installe dans les alvéoles pulmonaires, mais ce qui fait la maladie, c'est comme ça que la maladie a fait parler d'elle, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë qui amène les malades en réanimation à être ventilés sur le ventre, souvent pendant 3 semaines, ce qui est quand même très long pour de la réanimation lourde, très long et très chargé, à la fois évidemment pour les familles, mais surtout pour les soignants. C'est qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a la maladie virale, et puis il y a la réaction du système immunitaire à l'intérieur des poumons qui inonde. Enfin, l'exemple qu'on peut prendre pour la télévision, c'est la gomme qui fait un trou dans le papier. C'est-à-dire que le système immunitaire est tellement excité, il y a tellement de cytokines et choses comme ça, que la réponse immunitaire est plus délétère finalement, ou dans la phase sévère, dans la phase de réanimation, est plus délétère que le virus lui-même. Donc probablement, quand on dit il y a des approches, on va s'occuper d'immunothérapie, on va s'occuper d'antiviraux, c'est probablement qu'on aura besoin des 2. On aura besoin des 2. Probablement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'incubation, la durée d'incubation ? Oui, l'incubation, on le sait bien, avec maintenant, ça y est, les Italiens ont communiqué, ils ont à peu près les mêmes chiffres que les Chinois, on a les mêmes chiffres que les Italiens. On est dans une incubation assez courte, grand maximum 7 jours, on est plutôt à 3-5 jours. Bien, et en ce qui concerne les traitements, le vaccin, je vais revenir parce que le vaccin, il faudra attendre un an et demi. Mais les traitements, en dehors de ce débat autour de l'hydroxychloroquine, est-ce que vous voyez d'autres lueurs d'espoir ? Il y a 130 essais enregistrés sur le site du NIH américain, 130 essais, donc c'est énorme. Il y en a dans le monde entier, il y a plusieurs approches. Il y a des approches immunologiques, comme j'ai dit, il y a des approches antiviraux, il y a même des médecines traditionnelles, il y a énormément de recherches. C'est un effet positif de cette crise, c'est que la recherche va très vite, et derrière, parce que ça c'est avec des médicaments existants, mais derrière il y a des firmes qui screenent toutes leurs molécules. C'est comme ça qu'on a trouvé le premier médicament du VIH. Il faut se rappeler que la ZT, c'est en screenant des vieilles molécules qui avaient été mises au rebut dans d'autres pathologies. En l'occurrence, c'était dans le cancer pour la ZT. Et il faut se rappeler comment on est. Et les grandes firmes screenent toutes leurs molécules pour essayer de leur trouver une efficacité contre le coronavirus. Et ça devrait payer. Oui, professeur Pialou, est-ce que... Je vais élargir un peu notre débat. La société, comment trouvez-vous que réagit la société française ? Vous, professeur d'infectiologie, vous êtes plongé dans le quotidien, mais comment réagit-elle ? Vous trouvez qu'elle réagit bien ? Vous trouvez que nous réagissons bien ? Je trouve qu'on devrait durcir le confinement. C'est indispensable. Je pense que les gens ont pris... D'abord, on a une culture d'hygiène qui est nulle. Voilà, là aussi, c'est un effet positif de base. On est latin, on s'embrasse, on se lave pas les mains. Enfin, je veux dire, ça va laisser des traces positives cette fois-ci sur l'hygiène quotidienne. Alors, je dis pas que toute l'année les gens vont tenir 1,50 m chez le boulanger, mais cette espèce de pays latin où les gens se serrent, et s'échangent. Voilà. Et je pense que là, sur l'hygiène, il va y avoir un renforcement qui va peut-être rester. Mais le fait qu'une société se mette au pas d'une crise
Pour l'instant, le compte est pas bon. Et c'est probablement pour ça qu'en Italie, on ne voit pas encore la courbe s'abraser, comme avait fait le ministre, c'est ce dessin qu'il a fait sur votre chaîne, avec la courbe on ne le voit pas encore, probablement parce qu'il y a un échappement au confinement et qu'on n'est pas à la Corée du Sud et on n'est pas à la Chine. Professeur Pialot, j'ai une dernière question aussi, parce que hier, j'ai vu, là encore, une communication, plus d'hommes que de femmes touchés. C'est vrai. C'est vrai. Je suis allé avant-hier. Il se trouve qu'il y a un grand traiteur, je vais pas donner son nom, mais qui nous a inondés de sucreries. Ça, c'est génial. Et je suis allé le distribuer en réanimation. Et donc j'ai fait le tour de la réanimation. On a beau avoir les cheveux blancs et un peu de bouteille, j'en suis revenu un peu édifié, à la fois par le calme et la sérénité des équipes. Cette ruche tout en bleu là, avec des gens très jeunes, plutôt sereins, et puis la lourdeur des patients. Et effectivement, j'ai été surpris en sortant de voir qu'il y avait, dans cette réanimation de Tenon, probablement 7 hommes, 8 hommes pour 2 femmes. Voilà, c'était un moment donné. C'est pas les chiffres de l'épidémie, mais effectivement, dans les formes graves, il y a plus d'hommes que de femmes. Merci, professeur Gilles Pialot. Je me permettrai de vous faire revenir parfois, si je le peux. Si vous le pouvez, parce qu'on a besoin de vous. Merci. On a besoin de savoir, on a besoin de connaître de mieux en mieux ce virus pour lutter contre ce virus. Gilles Pialot, qui est chef de service d'infectiologie à l'hôpital Tenon à Paris. Il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.